Alors, je reprends là où je me suis arrêtée, c'est par rapport aux classifications des comptes. On distingue deux grandes catégories, soit les comptes de bilan, ce que nous avons vu jusque-là, c'est les éléments, les différentes rubriques du bilan, et les comptes de gestion, ce sont les comptes qui expliquent la formation du résultat qu'on n'a pas encore vu. Ces comptes, que ce soit ceux du bilan ou bien ceux du résultat ou de gestion, sont classés ou bien sont regroupés sous forme de classe. Qu'est-ce que ça veut dire classe en fait? Toute rubrique utilisée par l'entreprise, qu'on retrouve au niveau du bilan, possède un numéro de compte plutôt, tel que ce numéro de compte débute par un chiffre. Ce chiffre est lié à la classe. Donc je reprends. Je vous donne un exemple pour mieux expliquer la chose. Le compte capital social a pour numéro 101. Le compte capital social a un numéro égal à 101. Alors, 101, qu'est-ce que ça veut dire 101? Quand vous voyez ici le premier chiffre, c'est le chiffre 1. Pourquoi? Parce que le capital social, il fait partie des capitaux propres, comme vous voyez ici. Et les capitaux propres appartiennent à la classe 1. Je prends un autre exemple, le compte terrain. Alors, si je vais travailler avec le compte terrain, je lui associe un numéro de compte qui va commencer par le chiffre 2. Pourquoi? Parce que le chiffre 2 regroupe toutes les rubriques des immobilisations. Alors, le terrain a pour numéro de 21, les constructions ont pour numéro le compte de 22 et ainsi de suite. Compte stock qui appartiennent à la classe 3. Donc tous les stocks leur numéro de compte débute par le chiffre 3. Les tiers, clients, fournisseurs, État, CNSS, associés, dividendes, DP, etc., personnel, ces comptes sont des comptes de tiers et donc leur numéro débute par le chiffre 4 puisqu'ils appartiennent à la classe 4. Et enfin tout ce qui est liquidité équivalent de liquidité, tout ce qui est trésorerie, donc ont un numéro de compte qui débute par le chiffre 5. Quant à la classe 6 et la classe 7, donc j'ai dit qu'elles sont consacrées au compte de résultats qu'on verra à la fin de ce chapitre. Voici donc un traçage qui associe les classes pour mieux comprendre les numéros de compte par rapport au bilan. Comme vous voyez ici, tout ce qui est capitaux propres et emprunts non courants, leur numéro de compte débute par le chiffre 1 puisqu'ils appartiennent à la classe 1. La classe 2, on y trouve tout ce qui est actifs non courants. Donc, immobilisation incorporelle 21, immobilisation corporelle 22, immobilisation financière 25 et autres actifs non courants 27. Donc, comme vous voyez, leur numéro de compte débute par le chiffre 2. Les stocks, on a dit, leur numéro de compte débute par le chiffre 3 puisqu'ils appartiennent à la classe 3. Les tiers, que ce soit actifs courants ou bien passifs courants, leur numéro de compte débute par le chiffre 4. Et enfin, tout ce qui est liquidité, positif ou négatif. Positif, c'est-à-dire actif. Négatif, tout ce qui est concours bancaire et autres passifs, les dettes, quoi. Leur numéro de compte débute par le chiffre 5. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la classe 5. C'est ainsi donc qu'on associe des numéros de compte pour chaque rubrique en définissant leur classe. Donc, on peut retrouver 10 comptes principaux regroupés dans chaque classe. Par exemple, la classe 2 comporte le compte 20, 21, 22, 23, etc. Tels que, on les appelle les comptes principaux, tels que chaque compte principal sera divisé en comptes divisionnaires. On ajoute un troisième chiffre, donc ça devient 250, 251, 259. Bon, le compte principal 25, comme vous le savez précédemment, ça représente tout ce qui est immobilisation financière. Et puis je peux aller encore plus loin en divisant les comptes divisionnaires en des sous-comptes. En ajoutant un quatrième chiffre et ainsi de suite. Cet ajout de chiffres en partant de la classe et en arrivant au sous-compte, c'est selon le besoin de la société. Ainsi, la société, elle peut créer autant de comptes que son besoin, comme elle peut se contenter seulement, par exemple, par les comptes divisionnaires ou bien par les sous-comptes. C'est selon le besoin de l'entité. Alors, je reprends avec cette généralité pour que je puisse entamer par la suite les comptes de résultats. C'est quoi les comptes de bilan? On a dit que ce sont des comptes qui représentent, ou bien là où on enregistre tout ce qui est flux réversible. Qu'est-ce que ça veut dire flux réversible? C'est un flux provisoire. Ainsi, ces flux
vont se transformer, tout flux d'emploi, il va se transformer en flux de ressources, et tout flux de ressources va se transformer par la suite en flux d'emploi. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont donc des flux provisoires. Je vais prendre un exemple pour mieux expliquer la chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une dette envers un fournisseur, n'est-ce pas? C'est une ressource. Par la suite, pour payer cette dette, je dois donc créditer un compte d'actifs. Donc créditer un compte d'actifs, c'est une ressource. Pourquoi faire? Pour payer la dette fournisseur. Donc ça devient un emploi et ainsi de suite. Ou bien lorsque le client il règle sa créance, qu'est-ce que j'ai ici? Un compte d'actifs qui va diminuer. Donc là c'est un emploi. Pour avoir quoi? Pour avoir une augmentation de la caisse, donc c'est une ressource, et ainsi de suite. Donc dans le sens ici que il y a toujours une transformation, c'est pas la forme finale, il y aura toujours une transformation au niveau des flux du bilan. On a également parlé de ça autrefois, que tout compte du bilan, il augmente du côté où il est inscrit au bilan. C'est ainsi que les actifs augmentent par leur débit, alors que les capitaux propres et passifs augmentent par leur crédit. On a déjà vu ça. Pourquoi ce petit rappel? C'est pour préparer le passage au compte de gestion. On a dit donc les comptes de bilan, c'est tout ce qui est variation actifs, passifs, capitaux propres, et ils permettent de déterminer le résultat global. Cette approche, donc tout ce qui permet le calcul du résultat global à partir du bilan, ça s'appelle l'approche patrimoniale. Le terme patrimonial ici, il renvoie à quoi? Il renvoie au patrimoine. Et quel est le document comptable qui trace le patrimoine de l'entité? On a dit le bilan. Donc c'est ainsi donc qu'on définit le résultat à partir des rubriques du bilan. Mais cependant, à travers ce calcul, on n'a pas le détail. Comment ce résultat est formé? Quelles sont nos principales ressources ou bien recettes? Et qu'est-ce que nous avons dû dépenser pour obtenir ces recettes? Autrement dit, on se demande par rapport aux composants de ce résultat. Ainsi, on parle de charges et de produits. Charges, les dépenses, autrement dit, produits, c'est par rapport aux recettes des ventes. Il s'agit donc des comptes de gestion. Pourquoi des comptes de gestion? Parce qu'ils renseignent sur l'activité de l'entreprise, sur le quotidien de l'entreprise, à savoir sa façon de gérer l'entité. Ça renvoie tout ce qui est dépenses de loyer, d'assurance, de télécommunications également, par rapport aux ventes, par rapport à tout ce qui est encaissement qui parvient à l'entité. On peut ainsi calculer le résultat d'exercice selon une autre approche dite opérationnelle. Opérationnelle, donc en traitant opération par opération, les opérations de gestion de l'entreprise, à partir de la différence entre les comptes de produits et les comptes de charges. Si les produits, c'est-à-dire les encaissements de l'entité, sont supérieurs aux dépenses de celle-ci, c'est-à-dire les décaissements, le résultat il sera positif, ce sera un gain. Par contre, si les recettes sont inférieures aux dépenses, notre résultat il sera déficitaire, soit négatif. Donc, une conséquence logique ici, le résultat qui émane ou bien qu'on trouve au niveau du bilan doit nécessairement être égal au résultat calculé à partir des comptes de gestion ou encore qu'on appelle le résultat opérationnel. Nécessairement, on doit retrouver cette égalité. Donc voici les deux formules de calcul du résultat de l'exercice qui doivent être égaux d'ailleurs, soit actifs moins capitaux propres avant résultat moins les passifs, donc ou bien produits moins les charges, tout simplement. Allez, nous allons définir maintenant le fonctionnement et le principe et les comptes de gestion proprement dit. Quels sont les comptes de gestion? Ce sont des comptes d'analyse qui permettent d'expliquer la formation du résultat d'une période ou d'un exercice. D'accord? Donc, d'où proviennent les ressources, les principaux revenus de l'entité et qu'avons-nous dépensé ou bien décaissé pour l'obtention de ces ressources. Donc, on vous dit que ce sont des emplois ou des ressources irréversibles, alors que, en parlant des comptes de bilan, nous avons dit que ce sont des ressources et des emplois réversibles. Alors que les comptes de bilan représentent des flux provisoires, les charges et les produits représentent des flux définitifs. Alors, c'est quoi un produit? Un produit, ça peut correspondre à une augmentation de la situation nette comptable. C'est un enrichissement de l'entreprise.
Alors, un produit correspond à une augmentation de la situation nette comptable. Il s'agit d'un enrichissement de l'entreprise. Il y a entrée de l'argent. Principalement, c'est quoi un produit? C'est suite à la vente des marchandises. Ce sont les revenus réalisés suite à la vente des produits finis ou bien des marchandises. Donc, cette vente peut avoir lieu au comptant. Donc, il y a augmentation d'une trésorerie. C'est pour ça qu'on vous dit augmentation de l'actif sous forme de trésorerie ou bien augmentation de l'actif sous la forme de naissance de créance lorsque la vente a eu lieu à crédit. Également, ça peut donner lieu à une diminution du passif. Là, je vais expliquer succinctement parce qu'on verra le fonctionnement de ce compte ultérieurement dans des prochains chapitres. Alors, un client, il paye une avance à l'entité pour commander des marchandises. Donc, nous avons encaissé de l'argent et la contrepartie, c'est naissance d'une dette envers le client. Pourquoi c'est une dette envers le client? Le temps qu'on lui livre sa marchandise. Lorsque la commande a été donc respecté, on a livré la marchandise, il y a eu facturation, nous allons annuler ce compte client avance et à compte. Nous allons donc amoindrir une dette, c'est-à-dire cette dette, elle va diminuer. Maintenant, je passe aux charges. Donc, charges proprement dites, c'est quoi? Ce sont les dépenses quotidiennes de l'entité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc tout ce qui est paiement des loyers. Donc, il y aura diminution d'un poste d'actifs tels que les trésoreries, paiement loyer, paiement des frais de télécommunication, paiement consommation électricité, paiement de l'achat des marchandises proprement dit, etc. Soit un paiement ou bien naissance d'une dette. Pourquoi? Parce que les achats peuvent avoir lieu à crédit. À crédit, donc naissance d'une dette envers des fournisseurs ou bien envers des tiers tout simplement. La remarque la plus intéressante ici dans tout ça, est la suivante. On vous dit les comptes de gestion, ce sont des comptes caducs, ce sont des comptes qui sont utilisés en cours d'un exercice pour la formation, pour pouvoir expliquer la formation du résultat de cet exercice. Donc, j'anticipe et puis éventuellement par la suite, je reviens là-dessus. Alors que les comptes du bilan, il y a une continuité. Par exemple, à la fin de l'année N, j'ai en caisse 5000 dinars. Au début de l'exercice N plus 1, je vais commencer avec cette même caisse qui contient 5000 dinars. Pour les comptes de gestion, non. À la fin de l'année, je dois les solder, les annuler pour calculer le résultat de l'exercice. À la fin de l'année N, je solde les comptes de gestion pour retrouver le résultat de l'exercice. Au début de l'exercice N plus 1, je vais créer ou bien utiliser de nouveaux comptes de gestion. Ce ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Il n'y a pas de continuité quant aux comptes de gestion d'une année à l'autre. À la fin, ils sont utilisés pendant un seul exercice pour expliquer la formation du résultat de l'exercice. Et puis à la fin de l'année, ils sont soldés. C'est pour ça qu'on les appelle les comptes caducs, les comptes éphémères, parce qu'il n'y a pas de continuité d'un exercice à l'autre. Comment fonctionnent les comptes de gestion? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé que les comptes de gestion appartiennent à la classe 6 et puis à la classe 7. Telle que la classe 6, elle est consacrée pour les charges, pour les dépenses, pour les décaissements. Et la classe 7, elle est consacrée pour les produits, donc tout ce qui est recettes, tout ce qui est revenus. La règle, c'est que les comptes de charges augmentent par leur débit et les comptes de produits augmentent par leur crédit. Si j'ose dire, généralement, on débite une charge et généralement, on crédite un produit. Ce n'est quelques exceptions qu'on retrouve un compte de charge au niveau du crédit ou bien qu'on retrouve un compte de produit au niveau du débit. Généralement, les comptes de charge, je reprends, donc les comptes de charge sont généralement débités et les comptes de produits sont généralement crédités. À la fin de l'année, ils concourent à la réalisation du résultat de l'exercice, tel que la différence constitue le résultat selon l'approche opérationnelle. Donc, alors, je vais expliquer maintenant les rubriques des charges et les rubriques de produits. Au niveau des charges, on retrouve les charges proprement dites et les pertes. Les charges proprement dites, là, on vous dit, ce sont les sorties de fonds ou autres formes d'utilisation des éléments d'actifs, soit la constitution de passifs, soit les deux, qui résultent des activités principales ou centrales de l'entreprise. Je vais reprendre autrement. Donc ici, j'ai acheté quelque chose à crédit, donc naissance d'un passif, d'une dette envers un fournisseur, ou bien j'ai acheté quelque chose au comptant, donc il y aura diminution d'une trésorerie. Par rapport à quoi? Par rapport à l'activité principale de l'entreprise. C'est quoi l'activité principale de l'entreprise? C'est la raison pour laquelle elle est créée. Alors,
il y aura une panoplie de dépenses ou bien de décaissement, à savoir les achats de marchandises, les achats consommés, tout ce qui est frais de paiement des charges de personnel, tout ce qui est paiement du loyer, tout ce qui est paiement des frais de télécommunication, tout ce qui est primes d'assurance. Toutes ces dépenses quotidiennes nécessaires à l'activité principale de l'entité seront constatées au niveau de la classe 6 sous forme de charges. Mais on y trouve également d'autres composants de charges qu'on appelle les pertes. Et selon leur définition, ça résulte de transactions périphériques ou des incidents. Donc, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise qui nécessite ce genre de dépenses, mais ce sont plutôt des incidents. Je vous donne un exemple type. Il y a eu un incendie, il y a eu une inondation et en conséquence, l'entreprise a connu une perte énorme au niveau de ses stocks ou bien au niveau des locaux. Donc, ces éléments seront constatés sous forme de perte également suite à la vente de certaines immobilisations ou bien certains éléments d'actifs. L'entité peut supporter une moins-value de cession. C'est quoi une moins-value de cession? C'est une perte. C'est une perte. Par exemple, je vends un terrain qui vaut 20 000 dinars, je le vends à 15 000 dinars. La différence entre 20 000 dinars et 15 000 dinars représente une perte qu'on appelle moins-value de cession. Deuxième point, c'est l'abandon de créances. Je vais expliquer autrement. Donc, un client qui n'est pas solvable. Nous avons un client qui n'a pas réglé sa créance envers l'entité, donc, et ça constitue pour nous une perte. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est incident de disparition de certains éléments d'actifs suite à des inondations ou bien à des incendies. Pareillement, donc, je vais expliquer les composants des produits de la classe 7. On y trouve les revenus et les gains. C'est le même principe. Alors que les revenus, c'est tout ce qui a trait à l'activité principale, à l'exploitation principale de l'entité. Les gains, c'est tout ce qui est transactions périphériques. Alors, au niveau des revenus, on retrouve les ventes proprement dites, les recettes, mais également, on trouve les intérêts sur prêt. Lorsque l'entreprise a prêté de l'argent, elle va recevoir des intérêts, donc ce sont des produits financiers. Les dividendes reçus, lorsqu'on est actionnaire dans une société, on perçoit des dividendes. Et enfin, les redevances suite à la concession de marques, brevets, licences, les immobilisations incorporelles que nous avons citées au niveau du chapitre 1er. Ces redevances constituent une entrée d'argent. Une entrée d'argent. Bon, faites attention ici. La société qui comptabilise les immobilisations incorporelles, c'est elle qui exploite. Mais la société qui constate les redevances associées à ces actifs incorporels, pour elle, c'est elle qui a vendu, c'est elle qui a octroyé cette licence aux autres sociétés. C'est ainsi qu'on les comptabilise en tant que revenus. Je passe maintenant au gain. On a dit que c'est quelque chose de périphérique, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise qui génère ce genre de revenus. Donc, on y trouve la plus-value de cession sur les éléments d'actifs. Je reprends le même exemple que tout à l'heure. On a vendu un terrain à 20 000 dinars alors qu'il vaut 15 000 dinars. On a vendu un terrain à 20 000 dinars alors qu'il vaut 15 000 dinars. On a réalisé un gain de 5 000 dinars. Un autre exemple, si l'un des fournisseurs, il abandonne la dette au profit de l'entreprise. Nous avions une dette envers l'entreprise, mais le fournisseur n'a pas demandé règlement et on n'aura pas à régler cette dette, donc ça sera une plus-value. Et enfin, l'encaissement des subventions. Le cas particulier des subventions, c'est quoi? Ce sont des aides octroyées par l'État à certaines sociétés pour faciliter ou bien pour les encourager dans leur activité. Donc, tout ça, ça constitue donc des éléments de gain. Donc ici, pour finir, je vous donne un petit aperçu sur la nomenclature comptable, c'est-à-dire l'ensemble des comptes qu'on peut utiliser, sachant que l'entreprise, elle peut opter pour les divisions qu'elle préfère. Donc nomenclature comptable ou encore plan des comptes. Je vous ai donné ici un lien si vous voulez connaître davantage de détails sur cette notion. On a dit qu'il y en a principalement 7 classes. La classe 1, elle est conçue pour tout ce qui est capitaux propres et passifs non courants. Comme vous voyez ici, les emprunts et dettes assimilés sont les emprunts non courants. Le capital social, les réserves, les résultats reportés, les résultats de l'exercice, on les trouve tous sous la classe 1. La classe 2, tout ce qui est immobilisation incorporelle, corporelle, les immobilisations financières et autres actifs non courants.
La classe 3 et 4, la classe 3, tout ce qui est stock, alors que la classe 4, tout ce qui est tiers. Tiers, actif courant et passif courant. On y trouve les clients, les fournisseurs, l'État, les débiteurs, créditeurs divers, la CNSS, etc., les associés. Donc, on trouve tout ce qui est tiers, tout ce qui est personnes avec lesquelles l'entreprise entretient des relations. Et enfin, la classe 5, c'est tout ce qui est compte financier de liquidité, de trésorerie, équivalent de liquidité. Les comptes de gestion, également, on a dit, ils appartiennent à deux classes, à savoir la classe 6 et la classe 7. Il y en a une panoplie de comptes, de charges ou de produits qu'on peut utiliser. Donc, quand vous voyez les dépenses courantes de l'entreprise, on y trouve tout ce qui est ici, l'achat proprement dit de marchandises de stock. Et puis, on trouve les services extérieurs, autres services extérieurs, tout ce qui est loyer, publicité, consommation d'électricité, etc. Les frais de personnel, les intérêts qu'on paye, le paiement d'impôts, etc. Et puis, on y trouve au niveau des produits, la vente proprement dite, donc l'activité principale de l'entreprise, et bien d'autres activités telles que les produits financiers, c'est l'encaissement des intérêts. Tout à l'heure, les charges financières, c'était le paiement des intérêts, et là, les produits financiers, c'est par rapport donc à l'encaissement des intérêts. Et quand vous voyez le compte 67 ici, et puis le compte 77 ici, c'est tout ce qui est donc perte et gain, tout ce qui est perte et gain associé à des activités extraordinaires. Donc, c'est par opposition à l'activité ordinaire de l'entité. Donc, ceci étant, pour le chapitre des comptes, le fonctionnement des comptes, ce que vous devez retenir, donc, quels sont les comptes du bilan, quels sont les comptes de gestion, à quelle classe ils appartiennent, ces comptes, ainsi que leur fonctionnement. J'insiste sur leur fonctionnement, comment ils sont débités, quand est-ce qu'ils sont crédités. Merci pour votre attention.